La grande matinée Sud Radio, l'esprit libre. Allez, grande matinée, direction le parc zoologique de Paris avec mon invité, le directeur général du Muséum national d'histoire naturelle. C'est Thomas Grenon qui est là. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur de votre présence. On se doit évidemment de donner la parole à tous les avis et tous ceux et celles qui ont envie d'intervenir. Il y a un instituteur et président de l'association Code Animal qui s'appelle Franck Schresseter qui est avec nous. Bonjour Franck. Oui, bonjour. Merci d'être là quelques minutes. Je sais que vous, en plus vous êtes en cours, c'est la récré. Oui. Donc, je vous présente évidemment Thomas Grenon. Bonjour. Bonjour. Juste un mot, Franck, parce que vous, votre combat, c'est visiblement de faire passer le message de ne pas aller dans ces zoos. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Ouais, disons que il y a plusieurs problématiques. Une des problématiques principales pour nous, c'est le statut de l'animal dans les zoos. C'est-à-dire que quand on va voir un animal dans un zoo, on va voir l'animal comme un produit de consommation. Je donne un exemple. Si vous allez au zoo de Beauval, par exemple, où il y a les pandas, avec une famille, vous en avez pour 100 € toute l'entrée. Si vous voyez pas les pandas, vous allez à la caisse, vous râlez, je voulais voir des pandas, et on voit bien que l'animal, de par sa position dans un zoo, devient un produit de consommation. Et il est difficile de ce fait d'aller demander après qu'on respecte les animaux, la nature, etc., si l'animal, on le réduit à un produit de consommation. Et c'est bien toute la problématique. Au-delà d'autres problématiques, bien sûr, où l'animal n'a pas le biotope qui correspond à ses besoins physiologiques. Un exemple tout bête, un éléphant, par exemple, ça a besoin de marcher en moyenne, c'est 17 heures de marche par jour. Les ours polaires, je veux dire, c'est une aberration aussi, puisqu'effectivement, il n'y a pas la banquise, en France, il n'y a pas le biotope, le substrat qui correspond aux besoins de l'animal, donc c'est toujours des animaux qui sont en souffrance et dénués de leurs besoins fondamentaux. Même si effectivement, comme on le disait tout à l'heure avec Thomas Grenon, ils sont, pour la plupart en tout cas, préservés et élevés, et ils ont grandi et ils sont nés dans ces espaces, ces zoos. Préservés, disons qu'ils sont détenus. Je parlerai plus de détention dans les zoos. Ils sont nés, mais il y a toute une génétique qui fait qu'il y a des besoins physiologiques qui sont innés à l'espèce. Il a fallu 14 000 ans pour domestiquer les chiens. C'est pas en quelques générations qu'on va changer des tigres ou des lamantins en les habituant à la captivité. Et d'ailleurs, il suffit simplement de regarder dans les zoos les troubles du comportement, tout ce qui est notamment par exemple stéréotypie, c'est assez typique qu'on trouve chez les félins, les tigres, les lions, où ils font des allers-retours incessants dans leurs enclos, même avec des enclos qui sont agrandis. Tout simplement, les spécialistes, comme je pense aux éthologues, Welsensmeiser et d'autres, disent que c'est la preuve d'une souffrance chronique. Donc on voit bien que l'animal, sans avoir un avis militant ou alors un avis partisan de personnes tenant un zoo, c'est que l'animal, si on voit bien d'un point de vue éthologique, qu'est-ce qu'il exprime ? Mais il exprime une souffrance à travers des troubles du comportement, du style, les stéréotypies, les éléphants qui se balancent d'une patte sur l'autre, etc. C'est typique, donc ça nous dit bien quelque chose. Ça veut dire qu'en tant qu'instituteur, vous n'êtes pas prêt d'emmener vos élèves ou vos enfants là-bas ? Je pense que ça apporte rien, surtout d'un point de vue pédagogique. Je veux dire, de montrer une espèce hors de son espace, ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, on a sorti un livre qui s'appelle Un autre regard sur les zoos aux éditions Les Points sur les i, qui justement reprend point par point pour montrer qu'effectivement, ça n'a pas de sens aujourd'hui de montrer une espèce si elle n'est pas dans son espace. On voit finalement l'image. Je prenais l'exemple de l'ours polaire. On voit l'image d'un ours polaire. Éventuellement, on va le sentir, mais je veux dire, ça n'a rien à voir avec le biotope de l'ours polaire en Arctique, pardon. Je veux dire, donc je veux dire, qu'apprend l'enfant par rapport à ça ? Rien en fait. Il voit une image d'ours polaire qui, faut mieux à la limite qu'il voit des vidéos du style la BBC où il voit effectivement l'animal en interaction avec son écosystème. Là, ça a un sens. Emmener voir une image d'ours ou d'éléphant, Alors, il fallait juste avoir les deux points de vue. Votre réponse, Thomas Grenon ? Écoutez, plusieurs petits points. Point d'abord ou important. S'il y a vraiment une institution en France et que je dirige où on est convaincu que l'animal n'est pas une valeur marchande, c'est bien le muséum. Donc ça, je suis parfaitement en phase avec cette vision des choses et vraiment on le pense profondément. Par contre, deuxièmement, nous on fait extrêmement attention à, comme je vous le disais, à tout ce qui est le confort animalier, y compris sur le fait qu'on a renoncé à montrer certaines espèces dont on sait que le public raffole parce qu'on estimait qu'on n'était pas capable de leur offrir des espaces suffisants et des conditions de vie qui étaient bonnes. Et les exemples cités par votre auditeur là, ce sont des espèces auxquelles on a renoncé volontairement parce que on n'avait pas suffisamment d'espace dans Paris pour offrir des conditions dignes de vie aux éléphants. On a renoncé aux troupeaux d'éléphants. D'ailleurs, certains visiteurs nous le reprochent parce que les gens viennent aussi effectivement pour voir un certain nombre d'espèces. On a renoncé aux ours et en particulier aux ours polaires parce qu'on n'avait pas suffisamment de place. Par contre,
parce que justement on fait, et nous-mêmes en tant qu'établissement scientifique, on fait beaucoup de recherches en éthologie, donc on sait effectivement ce dont a besoin telle ou telle espèce pour pouvoir vivre dans des conditions favorables. Et donc ce qu'on a fait, c'est uniquement choisir des espèces qui pouvaient correspondre, à qui on pouvait offrir des conditions de vie convenables. Et puis troisième point, et c'est pour ça que je vois qu'on partage quand même assez fondamentalement les mêmes idées ou les mêmes valeurs. Comme je vous le dis, nous, notre propos, c'est plus de montrer une série d'espèces côte à côte et l'animal objet de curiosité qu'on allait voir un peu comme au musée ou dans une logique de collection, et donc je veux voir tous les animaux et toutes les espèces. Le principe au Parc zoologique de Paris, j'invite votre auditeur vraiment à venir le voir, c'est exactement l'inverse, c'est qu'on recrée des milieux et on montre les animaux qui vivent dans leur milieu, parce que justement ce dont on veut parler, c'est de biodiversité, c'est de ces équilibres très fragiles qui existent entre eux, et que on a essayé de renverser totalement l'équation. L'animal n'est plus objet de curiosité, mais le visiteur est invité chez l'animal, et l'animal est l'ambassadeur de son milieu, avec un message très fort, et qui je crois est un message pédagogique très fort, et je crois qu'on a besoin d'en convaincre tous nos concitoyens, qui est si on touche au milieu, on touche à l'animal. Et avec, y compris des choses très pratiques derrière, qui est que quand on achète du mobilier de jardin, suivant le type de bois qu'on va aller choisir, suivant les labels qui peuvent exister, vous avez un impact ou pas sur les forêts tropicales et les animaux qui y vivent, et sensibiliser nos concitoyens sur le fait que même dans leur vie de tous les jours, ici à Paris, ils peuvent avoir une influence directe sur des animaux qui vivent très éloignés de nous. Franck ? Oui, non, j'entends. Alors effectivement, il y a des zoos qui ont une approche qui, j'ai envie de dire, est un petit peu meilleure que d'autres. On a des contre-exemples, je veux dire, comme le zoo d'Amnéville, qui fait énormément de publicité et qui pourtant veut ouvrir aussi du dressage de tigres, des tigres blancs qui sont des espèces qui n'existent pas d'ailleurs, et c'est une aberration. Il y a plein d'aberrations. Donc il y a des zoos comme le zoo de Douai, le zoo de Paris, qui essayent de faire qui ont une approche plutôt plus intéressante. Néanmoins, j'insiste quand même que on ne recrée pas le milieu parce que la savane, elle se trouvera jamais à Paris, qu'on le veuille ou pas. Et deux, que le statut de l'animal reste un produit de consommation. C'est-à-dire, je prends toujours l'exemple, je prends une espèce, un peuple qui est en voie de disparition aujourd'hui, les Jarawa qui sont dans l'océan Indien. Si aujourd'hui on avait exactement les mêmes arguments, qui sont des arguments si généreux vis-à-vis du monde vivant, pourquoi dans ce cas-là ne pas faire bénéficier et rouvrir les zoos humains qu'on a fermés il y a une centaine d'années, en disant finalement de toute façon pour sauver ces espèces, pour sauver les peuples, etc. On veut pas, parce que d'un point de vue éthique ça pose un problème. Dans ce cas-là, pourquoi ce problème qui se pose d'un point de vue du statut de l'être humain? On a bien fermé les zoos humains pour un problème de statut, pour un problème de respect de l'humain, parce qu'il y avait un problème éthique. Et pourquoi ce problème éthique disparaîtrait du fait que d'un seul coup on passe au niveau de l'animal? Et c'est là qu'on voit qu'il y a un problème beaucoup plus éthique sur le fond, qui est le produit, que l'animal est un produit de consommation, même s'il y a des belles décorations. En tout cas, on n'arrivera pas à vous réconcilier là-dessus. Ceci dit, il y a quand même des points qui convergent vos commentaires à chacun. Merci beaucoup, Franck, pour votre témoignage. Je vous en prie, merci. À très bientôt. Bonne journée.